Bonsoir à toutes et tous. Merci d'avoir choisi entre alcoolisme et conférence et d'être ici pour cet entretien passionnant avec Marc Loriol, que je remercie d'avoir pris le temps de nous rejoindre. Donc, pour ceux qui ne sont là que par hasard, parce que c'est le CITEM, cette conférence est co-organisée avec le Club Culture et Management, qui chaque mois propose des conférences autour de problématiques de management culturel. C'est comme le port-salut, c'est écrit dessus. On a de l'humour aussi, enfin on essaye. En tout cas, on essaye de proposer des angles un peu originaux, de façon d'entrevoir ce secteur culturel qui nous est cher à tous et à toutes, sous un angle de management au sens le plus large du terme. Vous verrez sur notre site culture-et-management.com la programmation de la saison. Vous pouvez dès maintenant noter le 21 mai un débat sur décarboner la culture qui peut aussi vous intéresser. Et si ça ne vous intéresse pas, a priori, intéressez-y-vous. Intéressez-vous-y. Enfin bref, vous avez compris. Que dire de plus ? Merci aux membres du bureau, Pauline et Maxime, qui ont organisé et conçu ce débat. Je vous remercie de la part de tout le bureau d'être là. Et à l'issue de cette conférence, il y a un verre offert globalement dans le système. Donc vous n'aurez pas totalement besoin de finir la soirée sans alcool. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, vu que cette conférence est enregistrée. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et merci encore à vous trois. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents donc, pour ce grand entretien intitulé « Une approche sociologique des organisations culturelles » avec Marc Loriol. Marc Loriol, vous êtes directeur de recherche en sociologie du travail et de la santé au CNRS Paris 1 et vous avez entre autres rédigé des ouvrages sur l'addiction au travail, des articles sur la notion de génération Z, les risques psychosociaux, réalisé des enquêtes de terrain dans les scènes de musiques actuelles, vous nous en parlerez, participé à une émission passionnante sur France Culture que je vous conseille vivement qui s'appelle « Sur travail, quand on aime, on ne compte pas ». Tout d'abord, on pourrait se poser la question, pourquoi inviter un sociologue du travail au Club Culture et Management et au CITEM ? Eh bien, peut-être pour regarder notre univers professionnel depuis un autre point de vue, sous un autre prisme, soit pour comprendre d'où l'on postule, d'où l'on recrute, mais aussi d'où l'on travaille, mais aussi peut-être pour réinterroger certains mots et concepts galvaudés que nous utilisons pourtant au quotidien. Et enfin, pour prendre de la hauteur ou faire un pas de côté, et notamment pour interroger et réinterroger les chemins professionnels que nous choisirons d'emprunter. Pour commencer, et en quelques mots, qu'est-ce qu'un sociologue du travail et de la santé et quelles sont vos méthodes de travail ? Alors, j'ai parlé pour mon cas personnel, parce que la sociologie du travail, c'est quand même une branche assez importante. C'est presque la plus importante quantitativement au sein de la sociologie, de la recherche en sociologie. Il y en a qui travaillent beaucoup, par exemple, sur les relations professionnelles, les syndicats. Moi, je travaille vraiment sur le travail et l'activité et sur la santé au travail. Et donc, je le fais sur des terrains très, très différents, puisque j'ai commencé à travailler auprès d'infirmières et d'ouvrières dans ma thèse. Je me suis ensuite intéressé à d'autres métiers, notamment la police, les conducteurs de bus, également les diplomates. Je me suis intéressé au métier de la culture du fait d'une demande qui m'avait été formulée par un collègue, Marc Touchet, qui était spécialiste des musiques électro-amplifiées et bénévole dans une SMAC, d'intervenir. J'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Alors, les méthodes de recherche, on peut dire que moi, j'utilise surtout des méthodes qualitatives, mais aussi des méthodes quantitatives dans une moindre mesure. Méthode qualitative, ça va être les entretiens. Il y a plusieurs types d'entretiens. Des entretiens qui sont plutôt de type semi-directif, c'est-à-dire avec une grille assez générale, des thèmes que j'ai envie d'aborder. Et ensuite, l'idée est de créer une discussion, un échange, de laisser autant que possible la personne interrogée parler de son travail. De l'observation aussi. Quand j'ai travaillé sur les SMAC, par exemple, j'ai assisté à la journée de travail de différentes personnes qui travaillaient dans la SMAC. Et ensuite, j'ai fait des entretiens.
D'autres méthodes, c'est aussi sur les archives. Là, j'écris un livre sur l'histoire du rapport au travail en ce moment, des années 50 à nos jours. Donc pour les années 50, 60, 70, je suis un peu obligé de travailler sur des archives parce que je peux interroger des personnes, des retraités, c'est ce que je fais aussi, mais je ne peux pas interroger des personnes qui ont commencé à travailler dans les années 50. Il n'y en a plus beaucoup, malheureusement. Et donc j'ai besoin des archives. Les enquêtes quantitatives, j'ai participé à plusieurs enquêtes quantitatives, notamment sur le monde hospitalier. Et là, c'est intéressant parce que c'est très complémentaire. En fait, on ne voit pas du tout la même chose dans une enquête qualitative où on va essayer de comprendre comment différents facteurs prennent sens, font en quelque sorte un ensemble cohérent dans le parcours de vie, dans l'histoire d'une personne. Je travaille aussi beaucoup maintenant sur les entretiens qu'on dit biographiques, c'est-à-dire les récits de vie au travail de personnes pour comprendre comment le sens de leur travail se construit et se modifie peut-être tout au long de leur carrière. Et un entretien lui à permettre, comme on le dit d'une certaine façon, d'éclater les individus en facteurs spécifiques. Donc si on veut savoir par exemple si tel facteur, par exemple l'organisation du travail en 3-8 ou le management par les chiffres, a un impact sur la santé au travail, et bien là on a besoin d'enquêtes quantitatives pour l'objectiver, c'est-à-dire montrer qu'il y a un lien statistiquement significatif entre tel facteur et tel autre facteur ou tel problème. Donc, c'est deux choses qui sont très complémentaires parce qu'il y a des choses qu'on ne peut voir qu'avec des entretiens et de l'observation, les analyses fines de ce qui se passe, et des choses qu'on ne peut voir que, en tout cas prouver ou démontrer qu'avec du quantitatif. Ce sont notamment des corrélations statistiques qui permettent de montrer toutes choses égales par ailleurs. Oui, on a cassé en quelque sorte l'individu en plusieurs morceaux. Et donc un morceau, c'est comment toutes choses égales par ailleurs, tel facteur va affecter tel problème ou telle difficulté. Voilà, donc je pense qu'en combinant les deux, on peut avoir une approche un petit peu plus complète d'une situation de travail et exemple de difficultés rencontrées au travail. Et peut-être juste sur le temps, vous travaillez sur des temps longs ou des temps courts, et parfois en immersion justement dans des organisations. Alors effectivement, l'intérêt d'être un chercheur statutaire comme moi, c'est que j'ai du temps. Alors je suis évalué au CNRS, on est évalué essentiellement sur notre production, donc les articles, les livres qu'on écrit, les conférences qu'on fait. Aujourd'hui, je participe à ma production en tant que chercheur de transfert de connaissances. Et on a beaucoup de temps par rapport à des collègues qui n'ont pas de statut fixe, qui sont contractuels, qui doivent à chaque fois commencer des nouveaux contrats. Ils ont beaucoup moins de temps, notamment pour les publications. Ça, c'est un vrai problème pour les chercheurs contractuels. C'est pour ça que la recherche a besoin d'emplois un petit peu plus pérennes. Aussi parce que certaines questions peuvent voir leur application des années et des années après. On le voit bien, par exemple, avec les vaccins pour le Covid. Les recherches sur l'ARN messager étaient très anciennes. Et on ne voyait pas du tout quelles applications ça pouvait avoir. Puis d'un seul coup, on a vu les applications. En sociologie, c'est un peu pareil. Les enquêtes qui ont été menées par Passeron et Bourdieu dans les 65 sur la reproduction sociale ont eu les applications dans le monde de l'école et des politiques scolaires dans les années 90 seulement. Donc on voit que les applications ne vont pas forcément être tout de suite, et la question du temps est très importante. Récemment, je suis intervenu à Dauphine sur les questions de récits de vie, et il y a des entreprises qui vont faire des récits de vie pour construire une histoire de l'entreprise. Et quand je leur parlais des méthodes sociologiques, ils disaient bah oui, vous avez le temps de faire un certain nombre d'entretiens, de rester longtemps dans l'entreprise. Et c'est vrai que ça, c'est un grand privilège des chercheurs, on a du temps. Et donc on peut rester, quand je travaillais sur la police, je suis resté plusieurs mois dans 4 commissariats. Quand j'ai travaillé dans les SMAC, je suis resté pratiquement les 2 saisons, presque de la rentrée jusqu'en juin. Dans la SMAC, pas tous les jours, hein, parce que j'avais d'autres obligations, mais en y revenant régulièrement. Et après, j'ai fait des entretiens avec les gens qui voulaient bien. Et les SMAC, c'est donc les scènes de musiques actuelles, pour ceux qui seraient arrivés en cours de route. En développant ces méthodes que vous avez fait avec passion, on vous propose peut-être de poser la question de l'évolution du monde du travail, qui a connu de nombreuses transformations ces derniers temps. Dans un article de 2019, vous dites que nous sommes passés d'un idéal collectif du travail bien fait à une logique de performance, du bien faire au faire plus. Donc c'est un phénomène de quantification du travail auquel s'ajoutent d'autres facteurs que tout le monde peut connaître, un effacement des frontières entre travail et vie privée, et en même temps une injection au bien-être au travail et sa force d'épanouissement et d'identité. Donc, selon vous, quelles sont les évolutions
de ces dernières décennies qui vous ont le plus marqué ou étonné parmi celles que vous avez observées sur vos terrains de recherche? Alors effectivement, j'ai oublié de préciser tout à l'heure, j'ai travaillé sur le monde de l'industrie dans ma thèse et puis plus récemment. Et cette question, elle est importante parce qu'on est passé, même dans le monde de l'industrie, mais aussi dans le monde des services, dans le monde de la culture, à l'idée que finalement, auparavant, on devait bien faire son travail selon des normes qui étaient relativement reconnues par le milieu professionnel. On savait ce qu'était un travail bien fait parce que c'était quelque chose qui était partagé par les ouvriers professionnels, le contremaître. Et de plus en plus, on passe à une injonction de faire du chiffre, de faire plus que l'an passé, plus que le service d'à côté. Ces politiques de benchmark, on les rencontre par exemple dans la police, où chaque directeur départemental de la sécurité publique doit faire des meilleurs chiffres que les autres. Chaque commissariat doit faire des meilleurs chiffres que les autres. Et au sein des commissariats, chaque brigade de roulement doit faire des meilleurs chiffres que les autres. Ce qui est une pression un peu aberrante parce que statistiquement, mathématiquement, si certains sont au-dessus de la moyenne, d'autres forcément sont en dessous. Tout le monde ne peut pas être au-dessus de la moyenne, ça n'existe pas en mathématiques. Et ça crée plus ou moins artificiellement des gens qui sont moins bons, des difficultés, et ça peut créer de gros problèmes. Dans une des brigades qui faisait celle des moins bons chiffres dans les 4 commissariats où on est allé, le chef de brigade me montre le deuxième jour la balle qui va se mettre dans la tête le jour où la commissaire ira trop loin sur les chiffres, parce que systématiquement, sa brigade, elle fait moins de chiffres. Et donc, comme sa brigade fait moins de chiffres, il a un management très autoritaire pour pousser ses agents à faire du chiffre. Et donc, il y a une très mauvaise ambiance. Et les gens veulent quitter la brigade. Donc, il y a un cercle vicieux qui fait que dans sa brigade, il y a plus de jeunes, plus d'effectifs féminins, parce que les jeunes sont plus féminisés que les plus âgés. Et moins d'effectifs parce que chaque fois les gens veulent partir. Donc il y avait deux brigades qui ont 11 personnes, lui il en a que 10. Et enfin, pour tout dire, en fait, il y a des fois qu'un seul véhicule qui tourne sur la voie publique alors que les autres brigades en ont 2, donc forcément il fait moins de chiffres. C'est pas qu'ils sont plus mauvais, donc on crée artificiellement des mauvais, mais ça va créer des problèmes et de la souffrance. Donc, mais par contre, quand on juge sur le travail bien fait, ça veut dire qu'on est d'accord sur ce qu'est un travail bien fait. Et ça devient plus compliqué dans un certain nombre de métiers. Et je prendrai l'exemple des SMAC tout à l'heure pour l'expliquer. Vous avez parlé donc de ces terrains de recherche comme la police. Qu'est-ce que vous avez pu observer dans le milieu culturel? Et est-ce que la culture est un secteur à part dans le monde du travail et dans ces dernières évolutions? Alors les sociologues qui travaillent sur la culture aiment bien aussi, ceux qui travaillent sur la police aussi, Monjardet, qui était un des premiers sociologues français à travailler sur la police, le disait, de voir qu'est-ce qui est pareil et qu'est-ce qui est différent dans les métiers qu'on étudie. Et ce qui est intéressant dans les métiers de la culture, c'est peut-être qu'on va y voir de façon beaucoup plus prononcée qu'ailleurs un certain nombre de dimensions. La première dimension, c'est que dans le monde de la culture, il y a le mythe du créateur isolé, génial, qui va faire surgir une œuvre de plus profond de lui-même. Et je dis le mythe parce qu'en fait, on sait bien, en tout cas, un sociologue qui s'appelle Howard Becker l'a très bien montré, en parlant des mondes du travail, que la production d'une œuvre, c'est un travail collectif. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont en support. On ne produit pas une œuvre tout seul. Déjà, l'artiste se nourrit, même parfois quand on dit que c'est des artistes qui inventent tout de zéro, c'est rarement totalement vrai. Frédéric Bastiat, par exemple, on a dit que c'était quelqu'un qui avait inventé une nouvelle forme d'art, mais en fait, il a beaucoup d'influence. On peut le voir si on étudie un peu son œuvre. Je pourrais prendre d'autres exemples, mais ce n'est pas tellement le sujet. Donc, ces métiers de support sont tout à fait importants. Howard Becker en cite un très grand nombre. Ça peut aller depuis les conservateurs de musées, les critiques d'art, les conseillers en investissement artistique, par exemple, qui vont dire aux gens qui veulent investir dans les œuvres d'art pour laquelle va avoir de la valeur et va prendre de la valeur. Ça va être les critiques d'art, ça peut être aussi les accrocheurs de tableaux, ça peut être dans tout un tas de fonctions de support extrêmement diverses et qui, du coup, sont un peu dans une position ambivalente parce qu'ils sont à la fois indispensables, mais pas forcément très, très visibles. Ils participent à la création de cette œuvre collective, mais c'est l'artiste qui est en tête. Donc ça peut créer des questions de reconnaissance, ça peut aussi créer beaucoup de souffrance chez l'artiste parce que l'artiste se vit comme celui qui va devoir innover, créer en permanence. Il y a eu beaucoup de travaux très anciens, dès le XIXe siècle, sur la neurasthénie des artistes, par exemple. Le papa de Marcel Proust, qui était médecin, a écrit des livres sur la neurasthénie des artistes. Donc c'est cet aspect-là, cette dimension
créatrice du travail qu'on retrouve dans tous les métiers, y compris dans les métiers ouvriers. Dans le beau travail, je me souviens quand j'interroge des ouvriers, ils parlaient de l'esthétique du produit. Les gens qui produisent des moteurs électriques me disent il y a un beau moteur électrique, c'est propre, c'est bien rangé, c'est agréable à regarder, puis il y a des moteurs électriques qui ne sont pas beaux. Et donc il y a une dimension créatrice quand même. On va aussi comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir construire un moteur électrique compliqué ou pour pouvoir le faire le mieux possible. Donc cette dimension créatrice, elle est bien entendu beaucoup plus importante dans les milieux culturels. Et donc on voit peut-être de façon exacerbée ce qu'on peut voir de façon moins visible dans d'autres secteurs. Le dernier point de vue aussi sur cette question-là, c'est la professionnalisation. C'est-à-dire que dans ces 30 dernières années, on a vu quand même une montée importante des formations spécialisées, universitaires d'abord, avec la création de licences, de masters autour des métiers de la culture, et de plus en plus récemment aussi des formations privées assez coûteuses, et à chaque fois, et les formations privées encore plus que d'autres, ont peut-être tendance à survendre finalement, si j'ose dire ça, en disant vous allez... et ça, on l'a vu aussi dans le monde de l'industrie, où même des filières professionnelles vont dire vous allez être des techniciens, vous avez passé un bac pro, un BTS, vous allez être des techniciens, peut-être des ingénieurs. En fait, très peu le deviennent. Et donc, ça peut créer un peu des conflits ou des difficultés entre ceux qui ont commencé leur carrière plutôt par un engagement individuel, passionné, du bénévolat, qui se sont formés sur le terrain, et d'autres qui arrivent parfois en ayant un diplôme et en pensant que avec le diplôme, ils ont des connaissances. Et il peut y avoir, ce n'est pas toujours le cas, mais c'est un cas qui peut arriver, qui pose question et qu'on voit dans les métiers de la culture, comme on le voit dans d'autres métiers, où on a finalement une opposition entre la légitimité liée à l'expérience et à l'ancienneté et la légitimité liée au diplôme. Et ça peut créer des problèmes, notamment dans un milieu où ça s'est beaucoup professionnalisé. J'ai travaillé aussi sur les musées d'entreprise et j'ai vu des cas où, quand il a fallu avoir une conservatrice de musée, des musées d'entreprise qui avaient été créés le plus souvent par des passionnés ou les anciens salariés de l'entreprise, il y avait deux conceptions très différentes de ce que doit être l'action muséale, et parfois des conflits qui, si les uns et les autres n'étaient pas très diplomates, pouvaient assez vite dégénérer malheureusement. Donc cette question de la professionnalisation, on la retrouve de façon intéressante, si je peux dire, pour un sociologue, dans les métiers de la culture. Donc, quel est le rôle des organisations dans le bien-être et le mal-être des employés, et quel est l'équilibre qui se fait entre cet engagement personnel des employés et le rôle des organisations? Alors là, c'est une question extrêmement complexe. Je vais donner quelques éléments généraux, puis après je pourrais être plus précis en parlant des SPAC ou d'autres recherches. De façon générale, j'ai tendance à utiliser une boutade qui vient d'Hippocrate. Hippocrate, qui est le fondateur de la médecine occidentale, avait posé comme premier principe pour le médecin, première règle pour le médecin, d'abord ne pas nuire. Et donc c'était très modeste comme injonction. D'abord essayer que le traitement ne soit pas pire que le mal. Et malheureusement, pendant très longtemps, la médecine avait des traitements qui étaient souvent pires que le mal. Et en management, parfois, on peut se demander si effectivement, il n'y a pas un risque de nuire, parce que les salariés, collectivement, essayent, souvent, notamment quand il y a, je reviendrai tout à l'heure sur les choses très importantes, ce qu'on appelle des collectifs de travail. Un collectif de travail, c'est un groupe de collègues qui partagent les mêmes conditions de travail, la même activité, et qui parviennent à mettre le travail en débat. Le travail dans ses objectifs, qu'est-ce que notre métier doit mettre en avant, le travail dans ses choix, parfois un peu difficiles, comment on concilie le manque de moyens et les objectifs ambitieux, ou comment on concilie les objectifs qui peuvent être parfois contradictoires, mais aussi des règles au quotidien, comment dans telle situation on tranche, quelles règles on va se donner. Par exemple, pour revenir aux policiers, on voit très très bien les collectifs du travail quand on suit des brigades de police secours, parce qu'ils fonctionnent ou ils ne fonctionnent pas, et quand ça fonctionne, c'est très visible, quand ça ne fonctionne pas, ça crée beaucoup de problèmes. Par exemple, un exemple tout bête que vous connaissez peut-être en étant de l'autre côté, dans le contrôle routier, qui est une des tâches que font les brigades de police secours, il y a des règles. Est-ce qu'on verbalise toutes les infractions qu'on constate, ou est-ce qu'on ne verbalise pas tout? Donc la règle, c'est plutôt qui va se construire, mais les collectifs peuvent être différents, puisque la pression du chiffre peut aussi perturber ces collectifs de travail. Quand on a besoin de faire du chiffre, on verbalise tout, pas parce qu'on pense que c'est bien, mais parce qu'on est obligé de le faire. Et puis il y a des règles, des fois on dit, si quelqu'un reconnaît qu'il en a infraction, s'il est assez conciliant, on va lui donner l'infraction la moins chère.
Et puis par contre, c'est quelqu'un qui conteste, qui est désagréable, qui prend les policiers de haut. J'avais été très étonné, c'est une phrase qu'on entend très souvent, les gens qui ont commis une infraction, les policiers les arrêtent et la personne dit, au lieu d'embêter les honnêtes gens, il ferait mieux d'arrêter les voyous. Ça me paraît toujours complètement délirant comme réponse parce qu'ils viennent de commettre une infraction quand même. Et puis en plus, parfois, les policiers en question avaient juste avant tourné dans des quartiers difficiles pour essayer de trouver des points de deal, etc. Et donc, ils avaient aussi essayé d'embêter les voyous, pas que les honnêtes gens. Donc, enfin bref, et dans ces cas-là, il y a l'idée. Voilà. Et autre exemple, sur le contrôle routier, c'était... parfois, les policiers ne sont pas d'accord, et c'est très lié à leur origine sociale, sur est-ce qu'on doit plus sanctionner les professionnels de la route, chauffeurs de taxi, camionneurs, quand ils font une infraction, est-ce qu'on doit moins les sanctionner ? Et il se trouve que les gens qui ont des parents indépendants, profession indépendante, même qui ne sont pas forcément dans le domaine du domaine routier, ont tendance à dire non, il faut moins les sanctionner parce qu'ils conduisent beaucoup, donc ils risquent de faire plus d'infractions et en plus c'est leur gagne-pain. Si on les prive de leur gagne-pain, ils vont être en difficulté. Et ceux qui ont des parents ouvriers ou fonctionnaires vont dire ah ben non, ils doivent être exemplaires. Justement, ils sont des problèmes de la route. Donc s'ils font une infraction, c'est doublement dommageable parce que, au contraire, ils devraient être des professionnels et pas faire d'infraction. Et donc, des fois, il y a des conflits, et puis il faut régler ces conflits, se mettre d'accord, parce qu'on ne peut pas avoir des règles différentes quand on est sur un point de contrôle routier avec l'un et les autres. Voilà. Donc, c'est ça les questions que règle un collectif de travail. Après, je reviendrai sur les questions plutôt des mondes de la culture, mais c'était intéressant de voir avec les policiers, parce que ça marche très bien avec les policiers. Et donc, du métier passion au surtravail, comment on peut expliquer ces deux tendances dans le secteur culturel ? Et peut-être pour commencer, est-ce qu'on peut revenir sur l'étymologie des mots passion et surtravail, ainsi que sur leur histoire, leur évolution au cours du temps ? Car en effet, la passion a longtemps été opposée à la raison et n'a ainsi pas toujours été dotée d'une connotation positive. Alors c'est intéressant, et si vous voulez rentrer dans les détails, il y a un article sur le site lesmondedutravail.net qui est accessible gratuitement sur la passion au travail que j'ai écrit. Très très rapidement, c'est vrai qu'il y a eu cette opposition entre raison et passion. Descartes, par exemple, mais plein d'autres, ont estimé que les passions allaient à l'encontre de la raison, c'est-à-dire venaient perturber la raison. Et c'est intéressant parce que pour Descartes, les passions venaient en quelque sorte de la partie animale de l'homme. Et la raison, elle venait de la partie intellectuelle, donc plus humaine finalement. Et on a d'autres de philosophes, par exemple Spinoza, qui au contraire pensent que les passions viennent de la société. Ça peut être les passions tristes, la jalousie, l'envie, passions tristes qui vont nous amener à nous renfermer sur elles, ou des passions plus joyeuses, la joie de participer à une œuvre commune, à faire quelque chose qui a du sens et qu'on pense être beau et utile. Et il y a tout un courant romantique aussi qui dit finalement que la passion, c'est ce qui va apporter quelque chose d'extérieur, qui va casser les routines, qui va faire avancer l'histoire. Hegel, par exemple, dit que l'histoire ne peut avancer que par les passions. Alors lui, il s'intéresse qu'aux grands hommes. On retrouve un peu le mythe de l'artiste, ça c'est plutôt le mythe du grand homme qui va modifier, parce que c'est un génie, l'histoire humaine. Mais disons que donc, ça renvoie à l'idée finalement que c'est très ambivalent la passion. La passion est très bien parce qu'elle peut être bonne ou mauvaise. Elle peut être bonne ou mauvaise dans la vie parce qu'elle peut être créatrice ou elle peut être au contraire destructrice de la raison. Mais elle peut être bonne ou mauvaise parce qu'elle peut être source de plaisir au travail, mais aussi source de souffrance. Elle est ambivalente et ensuite elle est paradoxale parce que est-ce qu'elle vient de l'individu ? Certains pensent que notre passion elle vient du plus profond de nous-mêmes. Et quand on est sociologue, on se rend compte aussi que les passions, elles ont besoin d'être construites dans un parcours. J'ai une collègue, Isabella Wagner, qui a fait un travail sur les virtuoses violonistes, qui montre que, on ne devient pas virtuose violoniste comme ça. Il y a tout un travail. Déjà, la plupart des virtuoses ont des parents qui sont eux-mêmes musiciens. La très très grosse majorité, sur une centaine, il n'y a qu'une personne qui n'a aucun des deux parents qui est musicien, amateur ou professionnel, donc c'est quand même très très peu. Et il y a tout un entraînement. Il faut commencer très très tôt le violon si on veut finir virtuose. Il faut passer par des différentes classes, des masterclass, des compétitions nationales, internationales. Et au bout d'un moment, certains vont échouer, d'autres, une petite minorité va réussir. Donc il y a cette dimension très collective. J'en ai vu aussi avec le monde de l'art tel que Howard Becker le définit. La production artistique, elle n'est pas d'une personne totalement isolée. Donc la passion aussi, elle a besoin de se nourrir d'un collectif et elle a besoin aussi d'être régulée par un collectif. Alors c'est là que je peux peut-être passer à l'exemple d'ESMAC. Ça va être un petit peu plus long, mais ça me paraît être intéressant parce que c'est la principale enquête que j'ai faite dans le monde de la culture. J'ai été amené en 2013-2014, si je me souviens, plutôt 2014, à
aller intervenir dans des SMAC à la demande de Marc Touchet, donc un spécialiste qui était un collègue avec qui je discutais souvent de musique, de rock, etc., parce qu'il a fait beaucoup d'histoire du rock. Et il était bénévole dans ce SMAC et il me dit tu devrais venir dans ce SMAC-là parce qu'il y a beaucoup de problèmes de santé que les gens attribuent au fait qu'ils sont trop engagés dans le travail. Donc il y a eu 2 burn-out, notamment chez 2 programmatrices successivement qui ont fait des burn-out. Il y a des gens qui parlent de problèmes cardiaques, d'autres des problèmes dermatologiques qu'ils associent à leur investissement très fort dans le travail. Et quand j'arrive dans cette SMAC, les gens me disent oui, notre problème c'est qu'on est trop passionné. Alors comment être trop passionné peut être un problème? Parce qu'ils travaillaient tout le temps. Je vais prendre l'exemple qui est valable pour d'autres personnes, du programmateur qui avait succédé aux 2 jeunes femmes qui avaient fait un burn-out, qui était lui-même un jeune homme qui n'était pas très, très âgé. Et il arrive à 9h, 9h30 du matin, quand il y a un concert dans sa salle, il doit recevoir le groupe qui va faire les balances, les techniciens qui vont installer la scène. Et puis, il doit être là jusqu'au bout. Il s'occupe du catering pour le groupe qui vient jusqu'à la fin. Jusqu'au départ des techniciens, donc il fait des journées énormes. Et quand il n'y a pas de concert dans sa SMAC, il est quand même là la journée parce qu'il faut prévoir les autres concerts, il faut organiser la communication, la logistique, démarcher des groupes, décider des programmes, etc. Ça se fait en collaboration avec les autres salariés de la SMAC et la direction. Et puis après, il allait écouter des concerts dans d'autres salles parce qu'il faut qu'il se tienne au courant de ce qui se passe dans les autres salles. Et puis, quand il sortait de la salle, il tractait pour les concerts de sa salle. Et quand il arrivait dans la ville, se trouvait la SMAC, il allait coller des affiches, c'était la nuit, mais il pouvait coller des affiches. Et il me disait qu'il était épuisé. Et puis, cerise sur le gâteau, il rêvait, il me l'a dit dans un entretien, on a fait plusieurs entretiens au cours de cette observation, il me dit qu'il n'en peut plus et qu'il rêve d'aller élever des chèvres en Corrèze. C'est un cliché, mais c'était ce qu'il m'a dit. Et du coup, dans la SMAC qui était à l'intérieur d'une EMJC, il va créer un cours de jardinage, ouvrir un cours de jardinage le dimanche matin. Donc un jour où il pouvait. Donc ça paraît, oui, ça fait rigoler comme ça, mais lui, il était complètement là-dedans. En fait, tous les salariés étaient là-dedans. Pour quelle raison? Parce que dans cette SMAC, on voulait tout faire. Dans une SMAC, on a des objectifs qui peuvent être très variés. On peut faire de l'artistique, et c'est ce que demande la DRAC, notamment en Ile-de-France, avoir des concerts un peu novateurs, un peu exigeants. On peut faire du culturel, du socio-culturel, faire venir des publics qui n'ont pas l'habitude de fréquenter les salles de spectacle, voire même du social, du socio-éducatif, former des gens au métier de la culture, faire venir des publics scolaires qui vont approcher des pratiques culturel comme un mode de progrès éducatif, etc. Et en plus, il voulait faire tous les styles musicaux à chaque saison, y compris du rap hip-hop que personne n'appréciait tellement, ni n'était spécialiste dans le concert de rap hip-hop de chaque saison. Il était toujours un peu un casse-tête. Et il se passe qu'on ne pouvait jamais tout faire, en fait. On ne peut pas. C'est des objectifs qui sont contradictoires. Si on est exigeant d'un point de vue culturel, on sait qu'on aura dans la salle des gens qui sont issus de classe moyenne supérieure ou dont les parents sont issus de classe moyenne supérieure. Si on veut ouvrir, on fait du commercial, mais du coup, on n'a plus d'aspect. Et une des questions qu'on posait, c'était de demander aux personnes quel était leur meilleur souvenir de concert le plus réussi. Et on avait interrogé 13 personnes, on a eu 13 réponses différentes. Donc chacun avait une idée très, très spécifique de ce qu'était le meilleur concert. Et en plus, il y avait souvent de la déception. Le directeur et la comptable étaient assez fans de jazz, et le jazz n'est pas forcément, ça fait débat dans le périmètre des musiques actuelles, puisqu'il y a déjà des financements autres pour le jazz. Donc ils étaient un peu, on va dire, culpabilisés un petit peu. Le jazz, ça coûte cher aussi apparemment. Les groupes qui interviennent ont des cachets plus élevés que d'autres types musicaux. Et donc le public était plus clairsemé. Donc il se posait des questions, finalement, est-ce qu'on a raison de vouloir faire du jazz? Le programmateur, lui, était très branché hardcore. Et il a fait venir un groupe de hardcore mythique canadien. Et la salle était à moitié remplie. C'était une très très grosse déception pour lui parce que c'était vraiment le groupe mythique dans ce domaine-là. Et il était assez déçu de ce point de vue-là. Et finalement, ce qui est assez paradoxal, c'est que cette absence d'accord sur ce que doit être la mission principale de la SMAC, ça débouchait sur le fait que les gens se rabattaient à ce que j'ai appelé le plus petit dénominateur commun, qui était le nombre d'entrées payantes. Alors que tout le monde disait on ne fait pas du commercial, on fait de l'artistique, du culturel, du socioculturel. On disait finalement le seul critère sur lequel tout le monde pouvait se rabattre, mais qui ne satisfaisait personne, c'était le nombre d'entrées payantes.
Et ça m'avait assez étonné cette contradiction. Et du coup, on a voulu, parce que je travaillais avec une doctorante qui était doctorante à l'époque, qui maintenant a passé sa thèse, Lynn Spielmann, on a voulu voir d'autres lieux équivalents. Donc on est allé voir 3 autres SMAC. En tout cas, Lynn était en allé voir 2 autres et moi une autre. Je parlerai que de 3. Je suis allé voir une SMAC qui avait renoncé au label SMAC, qui était plus petite. Et pourquoi elle avait renoncé au label SMAC? Justement, elle avait l'impression qu'il y avait des engagements très contradictoires de la part de la DRAC, notamment sur la diversité publique et sur l'exigence culturelle. Et donc cette MAC avait été heureusement subventionnée fortement par les municipalités et avait dit on va se spécialiser sur le rap hip-hop et les musiques du monde. Pourquoi? On était dans le 93, en Seine-Saint-Denis, avec un public plutôt jeune, en partie issu de l'immigration. Et l'idée était de faire venir ce public-là dans les salles de concert où ils n'ont pas l'habitude d'aller. Et donc l'offre musique du monde. Et j'ai posé la question de savoir quel était pour eux le meilleur souvenir de concert. Donc il y avait 9 personnes dans cette SMAC, puis j'en ai interrogé 7. Et j'ai eu 7 réponses identiques. Donc c'était assez frappant. Et c'était un concert qui réunissait en première partie un groupe de rap local et en seconde partie un groupe de musique du monde plus âgé et un peu plus renommé, un petit peu plus connu. Et pourquoi ça avait été un concert très réussi pour eux? Parce qu'ils avaient réussi à faire tout ce qu'ils voulaient faire autour d'un concert. Il y avait eu des ateliers d'écriture avec des scolaires, avec un des membres du groupe, atelier d'écriture de rap. Et ça, c'est des choses qu'ils essayent de faire en général. Et c'est un critère, par exemple, ils préfèrent à un artiste très connu qui ne veut pas participer à l'écriture, un artiste un peu moins connu, mais qui veut bien se prêter à ce jeu-là. Donc ils font des choix qui peuvent être un peu cruels, mais qui font sens à leurs yeux. Il y avait eu aussi un atelier photo, il y avait eu un bœuf qui avait été fait entre le groupe de musique du monde et les rappeurs, et même après ils ont continué, ils ont recommencé quand ils étaient sur scène. Et l'atelier photo a donné lieu à une exposition. On a fait avec des scolaires, une classe qui a pris des photos. Il y a eu une exposition photo après sur toutes les répétitions, le bœuf, etc., les ateliers d'écriture dans la salle. Donc là, ils avaient réussi à faire un truc qui était parfait parce qu'ils avaient l'objectif limité. Ils ne voulaient pas faire de l'artistique au sens exigence, mais ils voulaient faire du socio-culturel, impliquer les publics locaux et faire des animations autour de ces contextes et faire venir des jeunes. Et donc, la troisième SMAC, je dirais très très rapidement sur cet exemple. Il y avait un conflit entre le directeur, c'est Lynn Spielmann qui l'a étudié, entre le directeur et la municipalité, qui était un des financeurs. Et donc le directeur, pour contrôler tout, avait peur que la situation devienne plus compliquée s'il y avait des décisions qui lui échappaient. Et donc le programmateur, les équipes avaient très peu de marge de manœuvre et toutes voulaient partir. Donc on avait 3 finalement régulations de la passion très différentes. Dans la première SMAC, les gens étaient passionnés et on ne leur expliquait pas, finalement, on ne leur donnait pas de limite à cette passion. Donc ils en faisaient toujours plus. Il n'y avait pas que le programmateur, tout le monde en faisait toujours plus. Par exemple, la comptable avait ouvert un cours de yoga dans la MJC. Donc il n'y a pas que le programmateur qui se donnait des heures supplémentaires comme ça. Dans la seconde SMAC, les gens avaient fait des choix qui limitaient les choses et faisaient qu'il était moins difficile. Ils travaillaient beaucoup quand même, mais d'arriver à un concert parfaitement réussi parce qu'on ne voulait pas cocher toutes les cases et répondre à tous les critères. Je me souviens du régisseur studio, qui était quelqu'un d'assez impressionnant. Moi, j'aime bien le rock, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé faire cette recherche. J'ai beaucoup discuté. Il a travaillé quand même, excusez du peu, avec Bruce Springsteen aux États-Unis. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Et il était extraordinaire quand il recevait des groupes amateurs qui les aidaient. C'était incroyable à écouter. Mais il me disait, maintenant, je peux voir ma famille. Quand je travaillais aux États-Unis, je ne voyais plus ma famille. Et maintenant, je peux voir ma famille. Donc, il y avait une limite, finalement, qui pouvait poser. Et dans le troisième cas, la passion était un peu étouffée par l'incapacité de prendre des initiatives. Donc, on voit 3 formes très différentes. Et là, on voit bien le collectif. Dans la première SMAC, le collectif avait du mal à discuter de ce qu'était le travail parce qu'ils avaient peur de dire moi, je veux faire ça et moi, je pense que ça, c'est pas bien. Parce que ce que je pense que ça, c'est pas bien, c'est ce que mon collègue avec qui je n'ai pas envie de me fâcher pense que c'est bien de faire. Et donc, la solution, on va essayer de tout faire. Et le résultat, c'est qu'on arrive à rien faire de totalement bien à ses propres yeux. Et peut-être 2 petites questions pour terminer cette partie. La première, est-ce que le secteur culturel déchaîne plus les passions qu'un autre secteur professionnel? Et ensuite, est-ce que l'addiction au travail, qui n'est pas la même chose, je crois, que le surtravail, est une conséquence en fait de l'idéologie du travail-passion?
Alors, les métiers passion, moi je me suis intéressé à ça à la fois par ma recherche sur les SMAC, aussi parce que j'avais une collègue qui est sociologue du sport, Nathalie Leroux, avec qui on a écrit un petit livre collectif autour de la passion au travail. Et je m'étais intéressé aux métiers passion parce que j'ai fait une recherche, dont je n'ai pas encore parlé, mais à la demande du ministère des Affaires étrangères. Pendant presque 3 ans, on a été faire des observations et des entretiens au ministère des Affaires étrangères. Et là, les gens parlaient souvent, le mot passion était très utilisé. Et en fait, je me suis posé la question, pourquoi dans certains métiers, on parle de passion très fréquemment et dans d'autres, non. Les policiers, les infirmières ne parlent jamais de passion, ou pratiquement jamais. J'ai fait des centaines d'entretiens d'infirmières et de policiers. J'ai pratiquement jamais vu, peut-être 1 ou 2 fois, le mot passion utilisé. Par contre, les diplomates, les gens dans les SMAC me parlaient tout le temps de la passion au travail. D'autres collègues sociologues qui parlent des métiers de la mode, il y a les métiers de l'informatique aussi qui sont vus parfois comme des métiers passion. Alors, qu'est-ce que les métiers passion? Pourquoi on en parle dans certains cas? Je suis arrivé à la conclusion, en tant que sociologue, qu'un métier passion était un métier qui conjuguait deux choses, qui conjuguait une dimension très individualisante, très individualisée. Chez les diplomates, c'est très clair, la carrière est quelque chose où on doit mettre en avant ses propres qualités, parce qu'il n'y a que quelques beaux postes que tout le monde a envie de devenir représentant permanent auprès de l'Union européenne ou de l'ONU, ou ambassadeur à Washington ou à Londres. À Londres, peut-être un petit peu moins depuis le Brexit, mais enfin, à l'époque, c'était quand même où j'ai fait cette enquête, c'était très, très recherché. Et les gens ont peut-être moins envie d'être ambassadeurs dans tel petit pays d'Amérique latine. Alors, ça peut changer. Hein. Par exemple, aujourd'hui, les gens qui sont ambassadeurs dans les pays baltes, ça devient beaucoup plus intéressant, entre guillemets, qu'autrefois, parce que les pays baltes vont peut-être bientôt être au cœur de l'histoire européenne, malheureusement, pour des raisons peut-être de guerre. Mais bon, voilà, ça évolue. Et donc, il y a cette concurrence, et en même temps, on retrouve l'ambivalence que j'évoquais tout à l'heure de la passion, c'est-à-dire que faut donner du sens à quelque chose qui est potentiellement difficile. Les diplomates, c'était intéressant. Dans les meilleurs souvenirs, plusieurs m'ont dit, mon meilleur souvenir, on a joué ça plusieurs fois, c'était quand j'étais dans une ambassade en Afrique, il y avait la guerre civile, on était dans les sous-sols de la résidence de l'ambassadeur parce qu'on était bombardés, c'était extraordinaire. On participait aux négociations, on avait des rebelles qui venaient nous voir, on avait des représentants du gouvernement, Paris nous appelait 10 fois par jour pour savoir comment ça évoluait, et ils se sentaient au cœur de l'histoire, quoi. En même temps, c'était étonnant parce que c'était assez difficile à vivre. En plus, il y avait une très bonne ambiance. Là où c'est très hiérarchisé d'habitude, là, tout le monde partageait tout. L'ambassadeur était au même niveau pratiquement que le dernier conseiller politique. Et donc, ces métiers passion sont des métiers très concurrentiels, dans lesquels on s'investit beaucoup. La mode aussi, je n'ai pas travaillé sur le sujet, mais il y a beaucoup de sociologues qui ont travaillé sur les métiers de la mode, où on s'investit énormément, et où la reconnaissance est compliquée parce qu'il y a cette dimension de reconnaissance qui va être très individualisée, alors que le travail est aussi extrêmement collectif. Donc on retrouve ça aussi bien dans les métiers du sport. Hein, le sport, bien sûr, la compétition, il y a un premier, un deuxième, un troisième, et puis les autres sont plus sur le podium. Donc tous ces métiers qui conjuguent à la fois une dimension très collective et une dimension très individuelle, pousse à un très fort engagement, parce que ce qu'on fait paraît extrêmement intéressant. Les métiers passion, c'est aussi des métiers, mais d'ailleurs, ce n'est pas toujours forcément le cas, où les gens disent qu'ils sont là parce qu'ils ont toujours voulu faire ça. Ils ont toujours aimé la mode, ils ont toujours aimé le théâtre, ils ont toujours aimé ceci, ils ont toujours aimé cela. Mais ça, ce n'est pas évident, parce que justement, quand on a un idéal très élevé, on peut être déçu par la réalité qui peut être beaucoup plus pragmatique et moins intéressante. Donc il y a un risque. Par contre, chez les policiers ou les infirmières, je me rends compte aussi que les gens qui n'étaient pas forcément, quand ils sont arrivés là par hasard, ont découvert que c'était intéressant, que ça avait du sens, que c'était utile. Donc ces métiers passion sont un petit peu très particuliers. Alors le surtravail dans les métiers passion, il est lié à la fois à ce qu'on a vu avec la SMAC, c'est-à-dire si on ne régule pas la passion, on peut toujours en faire plus. Et quand on en veut toujours plus, on finit par s'épuiser. Et ça, c'est le propre du burn-out. Ça a été vu aussi pour le monde, pas dans les métiers passion, mais pour le monde des infirmières aussi. Quelle est la bonne distance? C'est une notion qui est très compliquée chez les infirmières. La bonne distance entre s'engager auprès du malade et se protéger, parce qu'on ne veut pas tout faire pour le malade, parce que sinon on s'épuise et au bout d'un moment, comme on n'en peut plus, on rejette le malade. Et là, c'est comme ça qu'a été décrit le burn-out pour la première fois dans les 70 dans les pays d'Amérique du Nord. Et là, le surtravail, il vient du fait que soit il n'y a pas de régulation, comme dans la première SMAC, soit parfois qu'il y a une exploitation de la passion. Ma collègue Nathalie Leroux a travaillé sur les vendeurs chez Decathlon et montre bien comment Decathlon utilise à différents niveaux la passion pour le sport, la passion pour la compétition.
passion pour le sport, ça leur permet d'avoir des gens qui sont des spécialistes, mais qu'on ne va pas rémunérer parce qu'ils sont des spécialistes amateurs. Donc des gens qui sont spécialistes du tennis parce qu'ils aiment bien et ils jouent au tennis, qui pourraient être des conseillers, mais ils sont payés comme des vendeurs non qualifiés. Et le passion de la compétition aussi. Decathlon utilise une mise en concurrence des vendeurs entre eux, des magasins entre eux, des challenges à la fois ludiques et commerciaux. Et puis ceux qui ne réussissent pas dans les challenges, ils doivent partir et ils ne sont pas gardés. Donc, dans ce cas-là, on a effectivement une exploitation de la passion des gens, du fait qu'ils acceptent. Et on sait, un économiste en tout cas a montré que les gens qui travaillent dans des métiers passion ont en général une décote sur leur salaire de 10 à 15% par rapport à ce qu'ils pourraient avoir en fonction du diplôme et de l'ancienneté qu'ils peuvent avoir. Parce qu'en quelque sorte, une partie de leur rétribution, c'est censé être le fait qu'ils travaillent dans un truc qui leur plaît. Et donc, le surtravail. Le surtravail, l'addiction au travail, pour répondre à votre question, ça a été décrit comme une pathologie. Et moi, je m'élève complètement contre cette idée-là, parce qu'on dit que les gens qui sont addicts au travail, ce seraient des gens qui seraient narcissiques ou qui auraient une personnalité fragile et qui ont toujours besoin de se rassurer dans l'accomplissement de tâches de plus en plus importantes. Mais en fait, on l'a vu avec l'exemple des SMAC, ce n'est pas une question de personnalité individuelle, mais c'est vraiment une question aussi d'organisation et de fonctionnement du collectif. Donc le surtravail, il est lié beaucoup plus à des contraintes économiques, sociales, organisationnelles, qu'à des aspects individuels. Juste pour signaler ça, en France, la catégorie qui travaille le plus, c'est les exploitants agricoles, en termes d'heures. On ne peut pas dire qu'ils soient addicts au travail, mais ils sont obligés de travailler parce qu'ils sont endettés, ils sont obligés de moderniser, agrandir l'exploitation toujours pour être rentables. Et d'ailleurs, le mot addict, petite parenthèse étymologique, mais le mot addict vient d'addictus en latin, et l'addictus était la personne qui était mise en esclavage pour dette, qui ne pouvait pas payer son créancier, et qui du coup était mis en esclavage et travaillait pour son créancier gratuitement jusqu'à ce que la dette soit remboursée. Des fois, lui et ses enfants, ça pouvait être sur plusieurs générations, que la dette était très importante. Donc on voit cette étymologie, elle n'est pas inintéressante, en tout cas pour comprendre les agriculteurs, parce que souvent ils sont totalement dépendants des banques qui leur ont prêté, ils sont totalement dépendants d'entreprises qui fournissent le matériel, qui fournissent les engrais, etc. Donc voilà, c'est une petite digression, mais c'est pour quand même montrer comment, en tant que sociologue, j'analyse le surtravail plutôt en termes d'organisation et de contraintes socio-économiques plutôt qu'en termes individuels. Merci. Après avoir évoqué donc les questions des passions, peut-être évoquer celle de sens. Quel sens donner à son métier, à sa vie professionnelle ? Le sens aujourd'hui est devenu une demande centrale, mais aussi un terrain de tension. Vous écrivez notamment que le sens du travail ne va pas de soi. Il doit être produit, entretenu et surtout soutenu collectivement. Or, dans la culture, le métier est souvent vécu comme une vocation. Et donc cette quête de sens est particulièrement vive et elle peut nourrir l'engagement mais aussi masquer les désillusions, notamment chez les plus jeunes. Donc comment la quête de sens dans le travail a-t-elle évolué selon les décennies et puis comment est perçu le sens à travers les différentes générations aujourd'hui ? Alors merci pour cette question. Effectivement, le sens... Et notamment, quand on a les métiers à vocation, comme vous l'avez dit, ça se voit moins bien parce que les gens sont porteurs d'une vocation et le sentiment que le sens de leur travail, il est donné d'avance. Alors que dans le monde du travail, quand on sort des métiers à vocation ou des métiers passion, on peut voir que ce n'est pas forcément le cas. Même dans des métiers à fort engagement, comme le métier d'infirmière ou le métier de policier, je vous l'ai dit. Alors, c'était très net dans les années 50. La plupart des policiers étaient rentrés là beaucoup plus par hasard ou parce que c'était mieux que de travailler à l'usine, pour tout un tas de raisons, être policier. Les gens avaient été recrutés à un niveau de diplôme relativement faible. Pareil, les infirmières, il y avait pendant longtemps une partie qui sont arrivées là un petit peu par hasard, pas forcément par vocation. Et après, les gens peuvent découvrir dans le monde du travail que finalement le travail est intéressant parce qu'il est utile et parce qu'on y apprend des choses et qu'on peut développer finalement certaines marges d'initiative. Alors, les policiers, parfois, arrivent avec l'idée qu'ils vont arrêter des bandits, ils vont faire respecter l'ordre. Et puis, ils découvrent, en fait, notamment en police secours, que la plupart du temps, ils ne font pas ça. La plupart du temps, ils règlent des différends familiaux, ils font du contrôle routier, ils règlent des différends de voisinage. Et ça, c'est des choses qui, a priori, paraissent assez peu prestigieuses. Et en fait, les anciens transmettent l'idée que finalement, quand on fait du contrôle routier, quand on va faire de la prévention sur des différends familiaux,
on empêche que des choses plus graves se passent. On empêche qu'un accident avec dommages corporels advienne. On empêche qu'il y ait un crime qui soit commis au sein du voisinage ou de la famille. Et donc, finalement, on fait un travail qui est très utile et qui n'est pas forcément moins prestigieux que le travail de la brigade de répression du banditisme qui va arrêter des grands bandits. Donc, il y a cet apprentissage. Et ça, on le voit dans beaucoup de métiers, c'est-à-dire que entre le moment où des personnes sortent du système de formation, de l'université, de l'école, et rentrent dans le monde du travail, les objectifs peuvent évoluer assez rapidement sur les 3 à 5 premières années. C'est-à-dire qu'en gros, on va avoir 2 grands objectifs pour les personnes qui sortent du monde du travail. Ça va être un métier bien payé, c'est le premier dans les enquêtes, et puis un métier qui correspond à quelque chose que j'aime. Donc, j'aime la mode, donc je veux travailler dans la mode. J'aime le théâtre, je veux travailler dans le théâtre, etc. J'aime les voitures, donc je veux travailler dans les voitures. J'ai fait de l'intervention dans des collèges de Seine-Saint-Denis, justement dans des moments en troisième où ils ont une réflexion sur leur métier. Donc, c'est des choses qu'on voit dès cet âge-là. Et très rapidement, les gens se rendent compte que finalement, travailler dans le secteur qu'on aime ou alors travailler pour des valeurs qu'on a envie de défendre. Je veux travailler dans le développement durable parce que je pense que c'est important de sauver la planète. C'est pas forcément si passionnant que ça. On découvre que ça va être beaucoup plus prosaïque, qu'il y a des contraintes, peut-être que finalement on va faire plus de greenwashing que vraiment travailler dans le développement durable. On découvre que on veut enseigner, en transmettre une discipline à ses élèves, et puis on se rend compte qu'on va faire beaucoup de disciplines et qu'on va en plus devoir respecter des programmes qui ne font pas toujours sens, c'est très compliqué. Il y a un petit peu je vais essayer de parler plus fort et plus loin du micro. Donc finalement, c'est très intéressant de comprendre quelles sont les 3 ou 5 premières années où les gens vont construire finalement et vont avoir d'autres objectifs. Et ce qu'on voit apparaître dans un travail intéressant, c'est un travail où il y a une bonne ambiance. Ça, c'est ce qui apparaît très rapidement. Les gens disent c'est pas forcément un truc qui me passionne ou je m'intéressais pas forcément à cette question-là, puis il y a une bonne ambiance. Et la bonne ambiance, elle peut susciter de l'intérêt pour le travail. Parce que je suis devenu commercial dans le médical. Je m'intéressais ni au commercial ni au médical, ça ne correspondait pas à ma formation, mais j'ai découvert que c'était intéressant parce que j'apprends plein de choses sur la santé. Je vais devoir vendre des dispositifs techniques complexes, donc comprendre comment ça marche, discuter avec des médecins. Donc moi qui n'ai aucune formation médicale, ça me fait un peu peur, mais quand je vois que je peux avoir une compétence et discuter avec des médecins, en plus ça va être très utile parce que ça peut sauver des vies, etc. Donc on va découvrir un sens que à laquelle la personne n'avait pas forcément pensé et s'y intéresser. Et là encore, le rôle de la transmission est important. C'est-à-dire que si les gens plus expérimentés transmettent l'intérêt du métier, transmettent des ficelles du métier qui permettent de résoudre des problèmes compliqués, d'avoir plus d'autonomie. Si le collectif de travail aussi permet aussi parfois de dire halte, on ne peut pas faire bien son travail si on nous demande trop de choses. À l'hôpital, ça prend une forme très particulière. Par exemple, dans les services de neurologie, on va avoir des soignants qui disent on ne peut pas avoir trop de malades lourds, trop de sclérose en plaques, trop de malades déments, parce que du coup, on n'a pas le temps de s'occuper bien de tous les malades. Donc on en admet un petit peu, parce que c'est la vocation, entre autres, du service, parce que pour faire avancer la recherche, il y a besoin de ce type de malades-là, les médecins en ont besoin, mais pas trop, parce que sinon on n'est plus une bonne infirmière qui a le temps de s'occuper de tous les malades. Le collectif peut aussi servir à se protéger contre ça. Donc le sens, il se construit. Et c'est là que moi je suis très critique vis-à-vis des notions de génération Z, Y, X, etc. Parce que d'une part, une génération, ça renvoie à des situations extrêmement diverses, entre quelqu'un qui sort sans diplôme dans une région rurale désindustrialisée ou quelqu'un qui a un diplôme très reconnu d'une grande école à Paris ou à Lyon. Le parcours va être très différent. Le premier va être entré dans le monde du travail beaucoup plus tôt. Il va être rentré par des emplois précaires, des périodes de chômage, des CDD, des intérims, alors que le premier va plutôt trouver assez rapidement un CDI. Et puis, il ne va pas du tout avoir la même expérience du monde du travail. Et puis ensuite, le collectif dans lequel on va rentrer va être plus ou moins intégrant, ou au contraire, il n'y aura pas de collectif et il y aura beaucoup d'individualisme. À l'hôpital, ça se voit dans les services difficiles où les hôpitaux ont du mal à recruter et donc font appel à des intérimaires. Parfois, ils font appel à des intérimaires aussi, pas parce qu'ils ont du mal à recruter, mais parce que ça donne plus de souplesse pour gérer les effectifs. Mais le problème, c'est que on a des intérimaires qui passent d'un service à un autre, qui restent quelques jours, quelques semaines au mieux. Et en fait, ils n'ont pas le temps d'apprendre comment fonctionne vraiment le service.
En plus, chaque service, chaque spécialité médicale a des connaissances techniques qui sont parfois complexes et on n'a pas le temps de les apprendre. Donc les anciennes disent on peut plus, on s'épuise à apprendre à des gens qui vont partir, on n'a plus envie. Et du coup, ça va créer un clash artificiellement de génération où les nouveaux arrivants vont parfois avoir l'impression que les anciennes sont désinvesties. Les anciennes vont avoir l'impression que les nouveaux arrivants ne font que passer, ne sont plus fidèles à leur métier ou ne s'investissent pas assez. Et donc, il y a des incompréhensions qui sont en fait liées beaucoup plus à des formes d'organisation du travail que à des différences de génération. D'ailleurs, si on compare les X, c'est l'idée de donner une lettre à des générations, ça date des années 80 aux États-Unis, où quelqu'un a dit il y a une nouvelle génération qui apparaît, on ne la connaît pas, donc on va l'appeler la génération X, X inconnue. Et après, ça a dérivé en génération Y et génération Z. Et maintenant, parce qu'on est arrivé à la fin de l'alphabet grec, on recommence. C'est la génération alpha qui apparaît. Alors, c'est rigolo parce qu'on va voir la génération bêta. Est-ce qu'ils vont être très malins, ceux-là, on ne sait pas. Bon, je rigole parce que pour moi, ça me paraît un peu caricatural. Mais quand on regarde ce qu'ils disaient sur les X dans les années 80, on disait que les X étaient rétifs à l'autorité et puis qu'ils faisaient un autre équilibrage entre le travail et les loisirs. Aux États-Unis, dans les années 80, c'était le début des voyages low cost en avion et c'était le début de l'ouverture des voyages internationaux à des classes moyennes ou classes populaires un peu plus aisées. Et du coup, les gens s'affolaient, ah là là, les X, ils pensent plus à leur voyage, à leurs vacances qu'à leur travail. Et aujourd'hui, on dit, ah ben non, les Z, ils pensent plus à leur vie personnelle, ils équilibrent leur vie, et puis ils pensent moins, et puis ils sont rétifs à l'autorité. On disait que les X étaient rétifs à l'autorité quand ils étaient jeunes. Maintenant, quand ils sont âgés, on dit ils respectent l'autorité. Mais c'est assez paradoxal, parce qu'en fait, ils sont l'autorité le plus souvent, parce qu'ils sont en fin de carrière. Donc c'est un peu logique qu'arriver à des positions où ils ont plus d'autorité qu'ils n'en avaient au début de leur carrière. Donc souvent on compare les X, les Z d'aujourd'hui aux X d'aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup de sens. Et puis il y a plein d'autres effets. Il y a des effets de position que j'ai évoqués. Ce sont la position géographique ou sociale qu'on occupe. On n'aura pas du tout la même conception du rapport au travail et du sens du travail. Il y a un effet d'âge qui est indépendant de l'effet de génération, qui fait que quand on vieillit, eh ben, on n'a pas forcément les mêmes besoins et les mêmes attentes que quand on est jeune. C'est lié au cycle de vie, hein, le fait que quand on est jeune, au début, on peut être célibataire, être plus disponible, puis après on va fonder une famille, donc on a des besoins financiers plus importants. Et ça se voit très bien dans les grandes enquêtes quantitatives. Hein. Les gens qui sont prêts à travailler plus pour gagner plus et faire des heures sup, c'est majoritairement des gens qui sont en âge de fonder un foyer et une famille. Il n'y a rien d'étonnant. Hein. Mais ça contredit un peu l'image qu'on donne des jeunes. Et ça, c'est un effet d'âge qui est valable pour toutes les générations. Pas uniquement pour les X, les Y et les Z, mais qu'on peut observer dans toutes les générations. Puis il y a un effet de période. Et c'est vrai, il y avait une question sur le Covid. Il y a un effet de période après le Covid. Il y a plusieurs conjonctions, plusieurs facteurs. Il y a eu des expériences très variées pendant le Covid, des gens qui se sont retrouvés dits dans des métiers de première ligne ou essentiels, qu'on a symboliquement valorisés. Je dis symboliquement parce que dans la réalité, on ne les a pas beaucoup valorisés. On les a laissés se débrouiller surtout. Mais on a vu qu'ils étaient essentiels. Tout le monde a dit qu'ils étaient essentiels. Les infirmières ont même applaudi tous les soirs dans la rue. Et puis on a eu des gens qui étaient essentiels mais moins visibles, les caissières, les gens dans la logistique, mais qui permettaient aux gens qui étaient chez eux de continuer à se nourrir, par exemple. Et on a eu des gens qui se sont retrouvés en chômage technique, et puis des gens qui se sont retrouvés sans travail. Parce qu'ils n'avaient pas un statut suffisamment stable pour pouvoir accéder au chômage technique et que des livreurs à vélo, par exemple, ce type de métier-là, qui ont dû faire d'autres métiers, et même parfois des serveurs ou des cuisiniers dans les restaurants qui étaient employés sur des statuts très précaires et qui n'ont pas pu accéder, bien que normalement ils auraient dû, s'ils avaient eu un statut moins précaire, accéder au chômage technique, qui auraient dû y accéder, donc qui ont dû faire d'autres métiers. Et parfois, ça les a amenés à réfléchir finalement et de dire qu'entre un métier pourri dans la restauration, je caricature un peu, et un métier pourri ailleurs, seulement ailleurs, on a des meilleurs horaires que dans la restauration. Donc ailleurs, c'est pas si mal. Et donc tout ça, les gens qui étaient en télétravail et qui ont amené à pouvoir considérer autrement leur travail, tout ça fait qu'il y a eu une sorte de choc. Avant le Covid, beaucoup de gens me disaient en entretien qu'ils pensaient se reconvertir, faire autre chose, que leur travail n'avait plus de sens. Mais ils le faisaient que quand il y avait un gros choc. Leur boîte fermait, ils faisaient un burn-out. Mais ce n'étaient pas des conditions favorables pour se reconvertir, évidemment. Et là, le Covid a été une sorte de choc. En plus, il y a eu une légère embellie du marché du travail, donc plus de possibilités pour les gens de changer de travail après le Covid.
Et deuxième chose qui est par la suite, il y a eu le débat sur les retraites, qui a fait réfléchir. Les gens se sont dit, on va faire 2 ans de plus. Et ils se sont dit, mais 2 ans de plus, est-ce que je vais tenir? Et ça a beaucoup réfléchi sur le rapport au travail. Et donc ces 3 effets ont créé un fort effet de période qui s'est manifesté pour tous les âges, pas que pour les jeunes, mais plus aux âges extrêmes, donc ceux qui étaient en début de carrière et en fin de carrière, et qui se sont posés beaucoup de questions vis-à-vis de leur travail, qui ont voulu peut-être dire qu'il fallait peut-être rééquilibrer entre le travail et la vie personnelle, que le travail n'apportait peut-être plus finalement toutes les promesses, notamment en termes de carrière, de reconnaissance, de parcours, qu'on avait espéré, que donc il ne faudrait pas mettre tous ces dans le même panier. Donc ça, c'est un effet de période très fort, mais qui a touché tous les âges, toutes les générations en même temps, à un moment donné. Merci. Pour conclure, donc, quelles pistes pour peut-être réenchanter ensemble notre rapport au travail? Alors, peut-être pour commencer, comment réintroduire une dimension collective et éthique dans le travail? Et de façon concrète, quelles actions les institutions culturelles peuvent-elles mettre en place pour prévenir les risques psychosociaux et promouvoir des pratiques saines? Alors, je dirais que ce qui est important, c'est... Alors, je n'ai pas eu le temps d'en parler beaucoup, mais dans beaucoup de secteurs, j'en ai un peu évoqué avec la question du chiffre, mais dans la police, on voit aussi la question du chiffre, avec la BD4 qui fonctionne bien. Dans la SMAC, on voit aussi la question du chiffre, parce que c'était une sorte de dénominateur commun. C'était aussi un argument avec les différents financeurs. J'ai oublié de dire que les financeurs avaient souvent des injonctions contradictoires, et parfois, quand les différents financeurs, par exemple la DRAC et la municipalité, leurs objectifs ne sont pas les mêmes. En gros, la municipalité veut faire des coûts. Et donc, la municipalité disait il faut faire venir des gens vus à la télé. Parce qu'ils vont dire, voilà, telle vedette que tout le monde connaît dans la ville, on l'a fait venir dans notre ville. Donc, vous voyez, on a une politique culturelle qui est vachement bien, etc. Et donc, c'était à l'encontre d'autres objectifs socioculturels ou même artistiques. Bon, c'est difficile. Et donc, le chiffre devenait un argument important. Et on voit que le monde du travail, je disais tout à l'heure, ça a été évoqué, plutôt que de faire bien, on veut faire plus. Et donc, il faudrait essayer de réfléchir à comment on passe d'indicateurs ou d'évaluations quantitatives, qui sont souvent des évaluations qui ne font pas beaucoup de sens. Si on revient à la police, c'est frappant. En 82, il y a une grosse enquête sur la police qui montre que 90% des gardiens de la paix pensent qu'être un bon policier, c'est d'abord éviter qu'il y ait des problèmes dans sa circonscription. Et non pas faire du chiffre. Parce que s'il n'y a pas de problème, on ne fera pas de chiffre. A priori, si on fait du chiffre, c'est qu'on n'a pas prévenu finalement l'apparition des problèmes. Aujourd'hui, chez les jeunes policiers, ce n'est pas 90% heureusement, mais il y a quand même 60-70% des policiers qui pensent qu'être un bon policier, c'est faire beaucoup d'interpellations, beaucoup de résultats, beaucoup de chiffres. Donc on voit comment il y a eu un changement de mentalité qui nuit gravement, si je peux dire, comme la cigarette nuit à la santé, qui nuit gravement à la construction du sens. Parce que le chiffre ne fait pas sens en lui-même. En plus, le chiffre, il ne définit pas une norme. En tout cas, c'est une norme statistique, comme on l'a vu, et elle n'a pas de sens en termes de qualité du travail. Faire plus, ce n'est pas forcément faire bien. Et parfois, faire plus, c'est faire moins bien. Donc, réfléchir à une évaluation qualitative, il y a des socio-économistes de la santé qui réfléchissent à cette question-là. C'est difficile parce que ça pose la question des critères d'évaluation. Et on l'a vu dans le cas de la première SMAC, tout le monde ne partage pas forcément les mêmes critères d'évaluation de ce qu'est un travail bien fait. Dans l'institut culturel, je pense encore plus que dans d'autres métiers, mais dans tous les métiers, on a quand même du mal à définir de façon unanime et partager ce qu'est un travail bien fait. Il y a toujours des façons différentes de concevoir le travail bien fait. C'est souvent un enjeu aussi. Je parle des conducteurs de bus. Les vieux conducteurs CGT que j'interrogeais me disaient « Nous, un travail bien fait, c'est la conduite confort-sécurité. On n'a pas d'accident. » La RATP avait un taux d'accident beaucoup plus faible que d'autres. Et puis, on a une conduite confort. On ne freine pas, on anticipe les freinages. Donc, la mamie qui est dans le bus, elle ne va pas tomber quand on freine. Mais on ne s'occupe pas. Ce n'est pas à nous de faire l'ambiance dans les bus. Ce n'est pas à nous de contrôler les billets. Ce n'est pas notre travail. Nous, on est... Et puis la RATP essayait de convaincre les jeunes, non, mais maintenant, un bon conducteur de bus, c'est quelqu'un qui accueille le public dans son bus, puis c'est quelqu'un qui va contrôler les billets, ce qui est un peu contradictoire, parce que quand on contrôle les billets, on n'est pas très accueillant en fait, on est suspicieux plutôt. Enfin, bref, il y a des enjeux comme ça idéologiques de métiers qui peuvent apparaître, et il n'y a pas le beau travail a priori. Donc ça suppose comment on va réfléchir ensemble à définir ce qu'est le beau travail, puis ne serait-ce aussi comment on va réfléchir ensemble à comment on prend des décisions qui impactent le travail.
Et ça, c'est important dans tous les secteurs, par exemple dans le domaine de la culture, quand on va modifier de façon importante une organisation du travail, quand on va prendre des choix d'orientation stratégique, si on ne les discute pas avec les gens, ça va impacter leur travail d'une façon qui va parfois rendre leurs conditions de travail plus difficiles, leur métier plus désagréable, va aussi parfois les empêcher de faire un beau travail au sens où ils l'entendent. Et parfois, on parle de résistance au changement comme si les gens étaient résistants parce qu'ils étaient un peu des vieux schnocks. Non, souvent, les gens sont résistants au changement parce que le changement n'a pas été pensé suffisamment pour leur permettre de pouvoir évoluer dans leur travail. Les gens ne sont pas résistants au changement quand le changement leur permet de faire plus de choses qui les intéressent. Mais ils sont résistants au changement quand le changement appauvrit leur travail. Par exemple, quand on met dans un service d'assurance sociale un logiciel qui ne prévoit pas les cas complexes, eh ben, avant, il y avait une expertise, il y avait des gens qui savaient comment résoudre un cas complexe, les gens s'entraidaient entre eux, ça créait un collectif de travail. Et aujourd'hui, le logiciel, le cas complexe, il ne le connaît pas, et donc on est bloqué. On ne peut pas le traiter. Et donc là, le travail a été appauvri. Donc les gens qui résistent, ce n'est pas parce qu'ils sont résistants par nature, mais c'est parce qu'ils voient que, notamment les parties où ils mettaient plus en œuvre leur expertise, ne peuvent plus fonctionner. Donc, ne pas avoir cette idée de résistance, et puis avoir cette idée de comment on met en débat le travail, ça va être fait de façon très, très différente. Et ce n'est pas toujours facile. Hein. Dans la première SMAC, je leur ai dit que leur problème était, ils le savaient d'ailleurs en fait, hein, ils n'avaient pas besoin de moi pour le savoir, leur problème était qu'ils n'étaient pas d'accord sur ce qu'ils voulaient faire. Mais ils ont dit qu'ils ne voulaient pas parce qu'ils savaient que ça allait créer, ils pensaient, ils n'avaient peut-être pas raison, hein, mais ils pensaient que ça allait créer trop de conflits et que ça allait faire éclater la structure. Et c'est vrai qu'il y avait plein de micro-conflits. Mais est-ce que ces micro-conflits n'étaient pas finalement non réglés et ne pouvaient pas poser plus de problèmes à long terme qu'un gros conflit à un moment donné qui allait peut-être mettre les choses à plat? Je ne le sais pas, mais j'avais tendance peut-être à le penser. Donc mettre en débat le travail, il y a un psychologue qui s'appelle Yves Clos qui dit que la controverse, quand elle est ouverte, quand elle est faite avec une certaine confiance, qu'on ne va pas sanctionner les gens quand ils vont critiquer l'organisation ou critiquer leurs collègues, elle est plutôt positive. Et que taire les controverses, parfois, peut entraîner plus de problèmes que d'avantages. Donc je dirais que c'est vraiment le premier point. Et puis, penser au collectif de travail. Un collectif, c'est beaucoup plus facile à casser qu'à susciter. Et puis, ce n'est pas le management qui crée de toutes pièces un collectif. C'est l'histoire de la structure, l'histoire des services, qui va permettre ou pas à un collectif d'émerger. Donc il faut bien l'avoir en tête, c'est pour ça que je parlais d'Hippocrate tout à l'heure, d'abord ne pas nuire. J'y tiens parce que c'est vrai que des fois, parfois, on nuit sans vouloir le faire parce qu'on ne tient pas suffisamment compte de l'expertise des gens, on ne leur fait pas suffisamment confiance. Le télétravail l'a montré d'ailleurs, parce que les gens travaillent souvent plus en télétravail, mais beaucoup de managers étaient très stressés parce qu'ils ne pouvaient pas contrôler les personnes. Et donc, on a imposé, même au CNRS, hein, nous, on s'est vu à remplir des tableaux qu'on n'avait jamais demandé de faire sur comment on remplissait notre emploi du temps, etc. Comme si le fait qu'on travaille chez nous, qu'on travaille souvent chez nous déjà avant même le Covid, on allait arrêter de travailler, quoi. Donc, c'était un peu caricatural, mais dans le monde du travail, ça s'est passé aussi. Donc, faire confiance aux gens. Et ça suppose aussi, alors je n'ai pas eu le temps d'en parler tellement, mais le don contre don. Je ne sais pas si j'ai le temps d'en dire quelques mots. Peut-être encore quelques instants, oui. Alors, le don contre don, c'est un concept qui vient de l'anthropologue Marcel Mauss, qui montre comment le don contre don est un échange gratuit qui suit d'autres règles que l'échange marchand. L'échange marchand, comme on paye en contrepartie d'un bien ou d'un service, on n'a plus d'obligation. Le don contre don, on n'est pas obligé de rendre, mais ça crée quand même une attente qu'il y ait un retour. Si vous invitez des amis chez vous, vous attendez que peut-être un jour ils vous invitent chez vous ou qu'ils rendent autrement peut-être. Ils ne sont pas obligés de le faire. Vous n'avez pas dit « Ah, je t'ai invité, tu ne m'as pas invité, ça ne va pas, tu es obligé de m'inviter ». Non, ça ne marche pas comme ça, le don et contre-don. Donc c'est un échange qui fonctionne de façon en partie gratuite, mais qui crée du lien. Dans le monde du travail, le don contre don, ça va ce que j'évoquais tout à l'heure, comment les anciens peuvent transmettre des ficelles du métier, des valeurs, mais les jeunes peuvent apporter des choses aussi. Les jeunes peuvent apporter des connaissances techniques acquises plus récemment en formation, des idées nouvelles, et chacun va... Il y a un don contre don aussi entre l'entreprise et les salariés. Le don contre l'entreprise et les salariés, il se traduit aussi dans la carrière. Si tu t'investis, si tu es de bonne foi, si tu fais bien ton travail, tu vas pouvoir progresser dans l'entreprise. Tout ça, ça existe beaucoup moins aujourd'hui. Les gens ne font plus carrière dans la même entreprise. Et puis l'entreprise et d'ailleurs, les entreprises se méfient de plus en plus du don contre don. C'est un sociologue qui s'appelle Lambert Alter qui l'a montré parce que ils veulent plutôt être dans l'échange marchand. Ils ne veulent pas devoir quelque chose à leurs salariés.
ou alors ils veulent exploiter le salarié. Et donc le don contre don, il n'y aura plus de contre don et ça va casser la confiance et l'investissement des salariés. Juste un exemple, ce n'est pas un concept théorique, le don contre don, les gens ont ça dans la tête très fort. Pour revenir du tourisme, je n'ai pas beaucoup travaillé sur le tourisme, mais par hasard, je me suis trouvé dans un hôtel 4 étoiles où le cuisinier recrutait des jeunes sortis d'école hôtelière. Et il leur explique très rapidement que le style culinaire, le style de cuisine qui est fait dans cet hôtel est très important. C'est un peu l'image de marque de l'hôtel, ce qui était vrai d'ailleurs. C'est un hôtel qui avait une réputation d'une cuisine à la fois novatrice, moderne et de qualité avec des produits locaux. Et donc on lui dit, on va t'apprendre, tu vas travailler avec nous. Et puis aussi, tu pourras, quand tu auras un peu appris, tu pourras nous apporter des choses parce que ce style, on doit le faire évoluer. Et puis, à ton tour, tu pourras apprendre à recevoir des jeunes, etc. Puis après, un peu plus loin, il dit, je te pose une question, c'est pas un piège, est-ce que tu penses à un CDD ou un CDI ? Et le jeune dit, je suis un peu embêté, pour vous dire, je vais être honnête avec vous, je penserais plutôt à un CDD parce que ma copine, elle n'a pas fini ses études, ça se passe en Bretagne, et elle n'est pas sûre de trouver du travail en Bretagne avec les études qu'elle mène, et donc peut-être que je vais être amené à changer de région, donc à partir. Et le chef lui dit, non, mais ne t'inquiète pas, nous on est une équipe très humaine. Hein. Si tu nous dis que ta copine elle n'a pas de travail en Bretagne et qu'elle doit partir et que tu vas la suivre, nous on va comprendre. L'échange il est un peu étonnant, parce qu'a priori, quelqu'un qui est en CDI, il te fait le droit de partir. Hein. Il n'a pas besoin de l'autorisation de l'équipe ou de son supérieur pour partir, il pose sa démission. Mais simplement, s'il le fait, il rompt le contrat moral. Il a bien compris qu'il y avait un contrat moral qui allait s'instaurer, un don contre don, et que lui, il allait rendre plus tard. Il allait d'abord recevoir et il allait rendre ensuite. Et donc le chef aussi était dans cette idée-là. Il a dit oui, il y a un contrat moral. Mais ce contrat moral, ce n'est pas de l'esclavage. Si tu as une bonne raison, entre guillemets, justifiée, on te laissera partir. Donc, cette idée de don contre don, elle est très présente et elle joue un rôle important dans l'intégration des nouveaux arrivants, elle joue un rôle important dans la construction du sens et dans la construction du collectif. Marcel Mauss dit qu'une société se constitue parce que justement, on crée des liens qui ne sont pas des liens marchands, donc des liens qui ne créent aucune obligation morale et sociale d'être prolongés, alors que l'échange gratuit crée des liens qui vont, d'une part, amener les gens à se connaître de plus en plus. Hein. Si vous invitez des amis qui vous invitent, vous les réinvitez, au moment ils deviennent de plus en plus proches. Et vous créez une sorte de collectif avec eux, un groupe d'amis. Vous allez inviter les amis de vos amis, eux vont inviter vos amis à vous, et ça va créer un collectif. Dans le monde du travail, ça va créer aussi un collectif qui va pouvoir porter, transmettre et construire du sens. Donc ce don contre don est important, et l'entreprise devrait peut-être avoir à l'esprit cette dimension-là, ne pas en avoir peur, et aussi pouvoir jouer avec sans casser la confiance. Parce que souvent aussi, dans les métiers passion, on fait croire qu'il y a un don contre don, et en fait, il n'y aura pas forcément de retour. Et là, après, les gens se désinvestissent quand ils voient qu'il n'y a pas de retour. Merci beaucoup. Alors, l'heure tourne, et même on a déjà un peu dépassé. Je ne sais pas si on a le temps pour une ou deux questions. Oui. Alors, y a-t-il des questions ? Sinon, nous, on en avait une aussi avec Maxime. Ces sujets-là, forcément, ils sont politiques. Est-ce que, du coup, un sociologue peut prendre parti quand il étudie ? Alors, un sociologue, c'est difficile parce que déjà, la science a des applications qui peuvent être parfois à très long terme. On l'a vu avec l'ARN messager, on peut le voir aussi en sociologie. L'exemple qu'on donne toujours, c'est les travaux de Bourdieu et Passeron sur la reproduction sociale qui datent des années 60 et qui ont eu un effet sur les politiques éducatives dans les années 90. Donc il a fallu un certain temps pour que... Alors, je dirais que le sociologue, lui, c'est comme ça qu'il agit un peu sur le social. Son engagement, en tout cas, c'est mon cas, mais aussi beaucoup de collègues, il se manifeste d'abord dans le choix de ses objets. Moi, le choix de mes objets, il n'est sûrement pas lié au hasard. Et je m'en suis d'autant plus rendu compte quand j'ai travaillé sur mon avant-dernier livre, là, sur les usines Japy. C'était pas tout sauf un hasard, puisqu'une partie de ma famille était ouvrière dans ces usines-là. Et que mon grand-père a participé à la création du musée Japy, que j'ai évoqué tout à l'heure, en tant qu'ancien salarié, et qu'il avait toujours voulu. Il était très fier que j'ai fait des études longues, etc. Et il a toujours voulu que je travaille un jour sur Japy. Donc, malheureusement, je ne l'ai pas fait de son vivant, mais j'ai rempli. Et donc, je me suis rendu compte aussi en écrivant ce livre que je n'étais pas venu seul du travail et de la santé par hasard. Et que l'histoire de ma famille avait joué un rôle et que je voulais aussi revaloriser peut-être le travail ouvrier, revaloriser aussi l'investissement des personnes, montrer comment le monde du travail aussi est peut-être dévalorisé
leur travail, notamment pour les usines Japy. C'était un groupe qui a commencé à décliner dès les années 1930. En 1955, le groupe Japy est découpé en 4 entreprises. Il n'y a plus que les machines à écrire qui sont Japy. Et même à partir de 1967, l'entreprise suisse va entrer dans le capital. Et Japy va développer la première machine semi-électrique, semi-électronique à boules en Europe. C'est IBM qui a inventé la première en 1965. En 67-68, Japy développe la première machine européenne. Mais Paille Hermès, le groupe suisse qui va racheter Japy, va la faire produire au Brésil et en Bulgarie, pour le coût de la main-d'œuvre. Et donc les gens sont senti dessaisis. Et puis, quand ils vont aller voir et se plaindre après la direction, ils leur disent « vous n'êtes pas compétitifs ». Donc c'est vrai que ça, c'est des choses que j'ai rendu compte en faisant ce travail-là. C'est des choses qui m'avaient marqué sans même que j'en ai vraiment tout à fait conscience. Ça m'avait marqué dans mon enfance et je l'avais plus ou moins oublié. Mais je me suis rendu compte en faisant ce travail-là que voilà, j'avais cet engagement-là parce que j'avais cette histoire-là, ça m'avait marqué. Il y a un écrivain qui dit il y a des choses qu'on entend quand on est petit, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais on sait que c'est important parce qu'on sait que les adultes qui en parlent sont émus. Et donc, ça nous marque. Et c'est ça que c'est ce que j'ai remarqué, moi. Et donc, ça peut expliquer un peu cette forme d'engagement. Tous les collègues que j'ai ne choisissent pas leur sujet par hasard. Il y a des sujets, moi, sur lesquels je n'aurais pas forcément pu travailler. J'ai un ami et collègue avec qui j'étais en thèse en même temps que lui, Michel Castrat, qui a travaillé sur les soins palliatifs. Lui avait un petit autre type d'engagement. C'était un engagement, on va dire, de type religieux. Il était catholique pratiquant. Et en même temps, il savait bien que la condamnation de l'euthanasie était pas forcément toujours acceptable parce que les gens mouraient dans des conditions terribles et très pénibles. Donc c'est intéressant palliatif comme une alternative à l'euthanasie. En même temps, en tant que sociologue, il a dû lutter contre cet aspect-là. Parce que si il n'avait que cette vision, on va dire idéologique ou religieuse, il n'aurait pas été un bon sociologue. Il a été un bon sociologue parce qu'il a réussi à lutter contre cette idée-là et à ne pas avoir son engagement idéologique et politique venir orienter sa lecture de sociologue. Il a fait des études très poussées et très longues sur les soins palliatifs, où il a réussi à mettre à l'écart ses propres valeurs. Mais le choix du sujet était par contre, lui, lié à ses engagements et ses valeurs. Donc c'est comme ça souvent que les sociologues interagissent avec les valeurs. Ils essayent d'être le plus neutre possible dans leur enquête, mais souvent leur choix d'objet n'est pas neutre, lui. Oui. Je vous remercie en tout cas pour cette conférence. J'avais une question. Vous avez évoqué très rapidement la question du salaire et du fait que quand on est dans un métier passion, eh bien on accepte entre guillemets un salaire plus faible que ce qu'on vaudrait sur le marché du travail à diplôme équivalent. Est-ce que vous pourriez un peu développer ça et est-ce que c'est parce que dans les métiers passion, on estime qu'on a de la chance de faire ce métier qui pour nous permet parfois de nous épanouir et du coup on se dit on va pas demander plus parce qu'on s'estime déjà chanceux ou est-ce qu'il y a d'autres raisons qui expliquent que là on est dans les métiers de la culture où c'est connu pour être pas forcément des métiers je généralise mais qui payent très, très bien. Alors, il y a plusieurs facteurs. Il y a peut-être le facteur beaucoup d'appelés et peu d'élus. Il y a aussi le facteur, effectivement, comme vous dites, et ça a été vu. Alors, Mathieu Elie, qui est un économiste qui travaille dans mon laboratoire, c'est lui qui a chiffré à 10 à 15%. Alors, il travaille dans les métiers passion, dans le secteur associatif, et qui a chiffré à 10 à 15% le déficit de salaire lié au fait qu'on travaille dans un métier à fort engagement ou un métier passion dans le secteur associatif. David Graeber, qui est un anthropologue que vous avez entendu, a parlé des bullshit jobs. Pour lui, les bullshit jobs, c'est un métier qui ne fait pas sens, qui est parfois même plutôt nuisible. Et il explique que les bullshit jobs sont souvent mieux payés que les métiers utiles socialement. Et il dit, tout se passe comme si, finalement, on faisait payer aux gens le fait qu'ils ont le plaisir, entre guillemets, de faire un métier utile socialement et que donc ils n'ont pas besoin d'être payés autant puisqu'ils sont payés en partie symboliquement. C'est assez étonnant. Mais il y a d'autres raisons. Il y a aussi le fait que les bullshit jobs sont des métiers qui participent aussi à l'enrichissement très rapide. Ça va être des avocats d'affaires, ça va être des traders. Et donc, par contre, les métiers du social, ils ne rapportent pas d'argent, même s'ils sont très utiles socialement. Les métiers de la culture, on pourrait dire ça aussi. Ils ont une utilité, d'ailleurs, qui est très multiforme. On l'a vu. Elle peut être socioculturelle, elle peut être plus strictement artistique.
Mais cette utilité, est-ce qu'elle rapporte directement de l'argent? Est-ce que le critère de l'argent peut être le seul critère? Alors on sait que dans l'art contemporain, il y a une spéculation qui est extrêmement forte. Mais est-ce que produire des œuvres qui vont être très bankable, ça donne du sens? Pas forcément. Donc voilà, je pense que c'est tous ces aspects-là qui font que finalement il y a ce différentiel de salaire. Il n'y a pas une seule cause, mais il y a plusieurs causes qui entrent en jeu. Mais c'est vrai, par exemple, les gens que j'ai interrogés dans la SMAC étaient plutôt à expliquer que oui, je sais qu'en travaillant dans ce secteur-là, je vais gagner moins, mais moi, ça me passionne, moi, ça fait sens, moi, je me sens utile, et donc j'accepte d'être payé moins. Mais ça, c'est une dimension seulement parmi d'autres. Il y a d'autres dimensions liées à des aspects plutôt économiques et de marché qui vont expliquer ça. Je suis désolée, on va devoir clore la discussion malgré son intérêt vraiment passionnant. Merci beaucoup Marc Loriol. Merci. Merci Pauline et Maxime d'avoir organisé cette conférence et on a le plaisir de vous retrouver le 21 mai à la prochaine conférence Culture et Management. Et merci beaucoup au CITEM de nous avoir accueillis. Merci. Puis s'il y a un pot, c'est ça après, ou quelque chose comme ça, moi je veux bien participer au pot et puis répondre à des questions en discutant autour d'un verre, pourquoi pas.